Bonsoir, merci de nous accompagner une fois de plus sur Éclair TV. Trois sujets seront l'objet de nos préoccupations, tirés d'ailleurs des propositions que vous avez pu faire dans le cadre des réseaux sociaux auxquels appartient Éclair TV. Nous traiterons d'abord des élections régionales, puisque le décret annonçant les futures élections a été publié le 21 avril. Donc, pour ces élections régionales, nous n'avons pas de boule de cristal, donc la problématique ne sera pas de savoir qui va gagner, mais surtout des hypothèses de travail sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour mieux cerner l'évolution de l'électorat guadeloupéen par rapport aux élections. Puis, nous nous intéresserons également au compte de campagne, puisqu'une élue a été inquiétée par rapport à son compte de campagne et risque l'inéligibilité. Qu'en est-il exactement? Quels sont les risques? Pourquoi il y a une probabilité de condamnation? Nous le verrons ensemble. Enfin, un sujet qui a défrayé la chronique et qui concerne une tribune signée par une vingtaine de généraux dont une partie sont à la retraite. Quelle signification cela peut avoir, puisqu'il s'agit d'une manifestation inédite d'un corps particulier qui est le corps militaire, et nous verrons que ce n'est pas très loin, en tout cas c'est un indicateur supplémentaire d'une analyse que nous avons eu l'occasion de faire vendredi dernier et qui trouve encore tout son sens par rapport à cette tribune des généraux. Nous allons donc immédiatement commencer avec la problématique des élections régionales. Nous sommes fixés, il s'agira bien, puisque le décret est sorti, des 20 et 27. Ce qui surprend à ce stade des élections, c'est le nombre de candidatures. Il y en a déjà une dizaine. Sachant qu'en 2015, de candidatures effectives, il y en avait bien 10. Autrement dit, il y aura vraisemblablement d'autres candidats qui vont manifester leur velléité d'être tête de liste aux élections régionales, voire départementales, mais in fine, lorsqu'il s'agira de déposer les listes et que celles-ci doivent être constituées alternativement de personnes de sexes différents et qu'il faut que ces personnes soient en même temps suffisamment crédibles pour soutenir la tête de liste, vous verrez que le nombre de listes risque d'être resté stable autour effectivement d'une dizaine. 8 l'élection précédente, 10 en 2015. En fait, nous n'allons pas nous poser la question qui va gagner. Aucun d'entre nous ne dispose d'une boule de cristal lui permettant, avec une relative certitude, de pouvoir dégager des tendances. D'autant plus que l'on constate que l'échiquier électoral commence à se fracturer autour de deux grands blocs. D'un côté, il y a les partis politiques classiques que l'on connaît à la Guadeloupe, le GUSR. Il y a également le Parti socialiste avec quelqu'un qui se revendique de gauche, il s'agit de Max Mathiasin. Mais d'un autre côté, vous constatez qu'il y a beaucoup de listes issues de la société civile qui commencent à se manifester. Et donc, nous avons été amenés, dans le cadre de la science politique, à nous interroger qu'est-ce qui peut caractériser l'évolution de l'électorat guadeloupéen par rapport à ces critères de jugement politique. Et pour les élections à venir, nous émettrons trois hypothèses. Trois hypothèses. D'abord, la première qui partira du constat que 3 députés se sont présentés aux élections municipales. Ils ont tous les 3 été très largement battus. Je vous rappelle qu'Hélène Christophe vainqueur n'a même pas franchi le cap des 10% qui lui permettait d'être au deuxième tour. Or, ces députés ont été élus de manière relativement aisée lors des élections législatives de 2017. Alors, que se passe-t-il en l'espace de 3 ans? La première hypothèse que nous formulons du point de vue de l'analyse politique, c'est que l'électorat guadeloupéen commence à devenir de plus en plus rétif à ce qu'on appelle le cumul de rémunération. La logique démocratique voudrait que quand quelqu'un dispose d'une base électorale très large et d'une légitimité tout aussi accentuée,
qu'il puisse se présenter dans plusieurs élections de manière à positionner ceux qui lui sont proches dans des postes de responsabilité. Donc le cumul de fonctions nous semble actuellement plutôt rédhibitoire par rapport à l'électorat qui déjà est en situation de méfiance, voire de défiance, mais qui voit mal que la même personne puisse cumuler un certain nombre de responsabilités. Ça, c'est la première hypothèse. Et pour la vérifier, nous allons suivre de très près Max Mathiasin, qui est donc député, mais également Josette Borel Lincertin, présidente du conseil départemental actuel et qui postule pour le conseil régional. Voyons donc ce que donnera cette hypothèse et si elle se confirme, à savoir que ces deux candidats connaissent plutôt des avatars que des évolutions favorables, on pourra dire que cette tendance commence à s'implanter. Première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est le constat que régulièrement, il y a des responsables syndicaux ou des personnels de la société civile qui se présentent et ceux-ci ont beaucoup de mal à pouvoir, en tout cas, solliciter l'avis des électeurs. Je pense à Jean-Marie Nomertin, Alain Plaisir, qui à chaque élection ne font que quelques pourcents. Alors pourquoi? D'un côté, l'électorat, et c'est l'hypothèse, d'un côté, l'électorat défie la classe politique, mais d'un autre côté, il n'est pas prêt à faire confiance à des personnes qui n'ont pas forcément fait leurs preuves en matière d'exercice de la responsabilité politique. Et il y a même une distinction qui est faite par rapport aux responsables syndicaux qui, lorsqu'ils se présentent sur une élection régionale, c'est par exemple le cas de Jean-Marie Nomertin, qui a beaucoup de mal à rassembler ne serait-ce que le nombre de mandants qui sont syndiqués à son syndicat, même si il a eu une évolution un peu plus favorable au cours des dernières élections, mais avec un pourcentage très faible, en tout cas qui ne lui permet même pas de franchir les 5%. Donc l'hypothèse serait que d'un côté, l'électorat défie la classe politique, mais d'un autre côté, il ne fait pas confiance à ceux qui n'ont pas exercé la responsabilité politique. Pour que cette hypothèse soit validée, il y a plusieurs listes qui vont se présenter, y compris Sentinelle Guadeloupe, avec l'intention de Dubut la Guadeloupe. Enfin, il y en a 4 relevant, dites en tout cas de la société civile, et 2 cas de figure. Soit que ces listes émergent, ça traduira une évolution de la conscience électorale qui maintenant s'ouvre davantage à la société civile. Maintenant, si ces listes connaissent des mésaventures plus que des aventures favorables, nous saurons que l'électorat continue dans sa logique visant à pouvoir promouvoir, en tout cas défier la classe politique en général, mais en même temps ne fait pas forcément spontanément confiance à des personnes qu'il n'a pas encore vues à l'œuvre. Enfin, et ce sera la dernière hypothèse sur cette élection, le contexte sanitaire. Rappelez-vous que déjà pour les élections municipales, il y a eu dès le premier tour plus de 30 400 maires qui ont été élus, alors qu'il y en a 36 000. Donc le deuxième tour n'a concerné qu'à peine un peu plus de 5 000 maires. Deuxièmement, 74% des maires ont été réélus dès le premier tour. Hypothèse, est-ce que la crise sanitaire qui favorise l'abstention, en tout cas, est beaucoup plus profitable à ceux qui sont en poste plutôt qu'à leurs concurrents? Et donc, au vu de ce qui s'est passé pour les élections municipales, seule élection qui s'est déroulée dans un contexte de crise marqué par une très forte abstention. D'ailleurs, certains maires qui ont été battus, en tout cas les quelques rares qui ont été battus, estiment qu'ils n'ont pas été battus par la démocratie, mais qu'ils ont été battus par la Covid-19. Il faut donc s'intéresser à cette évolution et voir si les conditions sanitaires, dont on peut présumer que d'ici le mois de juin, elles ne seront pas aussi satisfaisantes que laisse l'entrevoir, en tout cas les prévisions, celles du président de la République. Est-ce qu'une abstention forte, qui est donc
probable, fortement probable d'ailleurs, est-ce que cette abstention va favoriser les sortants, aussi bien au niveau du conseil régional, donc ça concernerait un candidat, mais également et au niveau des cantons, et là, il y a plus d'une quarantaine de candidats, 40 candidats exactement, 42 qui sont directement concernés. Voilà, donc attendons ces élections. Il y aura de nouvelles candidatures. Distinguons bien les partis classiques de la société civile et suivons donc les candidats, mais chacun en fonction de son aboutissement politique sera un indicateur qui validera ou invalidera d'ailleurs une des hypothèses, des trois hypothèses que nous avons formulées. Nous avons donc terminé pour le sujet relatif aux élections, et vous avez bien vu qu'on s'est bien gardé de pouvoir faire un certain nombre de projections statistiques. Il est encore trop tôt, mais intéressons-nous également, toujours dans le cadre de la campagne électorale, à ce qui concerne les comptes de campagne, comment doivent-ils être tenus et quels risques les élus encourent s'ils ne respectent pas un certain nombre de règles. La problématique des dépenses électorales revient au devant de l'actualité parce que le rapporteur public, il faut donc attendre la décision du tribunal administratif, mais dans 9 cas sur 10, les juges du tribunal suivent le rapporteur public, et ce rapporteur public a conclu à l'inéligibilité du maire de Sainte-Rose, justement en raison de ses comptes de campagne. Au moment où nous entrons dans la phase des élections régionales et départementales et que les comptes de campagne ont commencé à fonctionner depuis 6 mois, en principe depuis le 1er septembre, sachant qu'il y a toujours cette prorogation jusqu'au mois de juin, qu'en est-il exactement? Jusqu'où peut-on dépenser pour une campagne électorale? Comment récolter des recettes et quelles sont les sanctions encourues pour le non-respect d'un certain nombre de règles? D'abord, les plafonds. Lorsque vous êtes candidat à une élection cantonale ou régionale, il y a un plafond, donc une quantité de dépenses que vous ne pouvez pas dépasser. Le décret du 21 avril 2021 rappelle par exemple que pour les élections régionales, et dès lors que la Guadeloupe, de par sa population, donc ce n'est pas le nombre d'électeurs qui compte, mais le seuil démographique, la population au 1er janvier, la Guadeloupe est dans le créneau des régions supérieures à 250 000 habitants, et il est prévu 23 centimes d'euros par habitant. Autrement dit, dans l'hypothèse que la Guadeloupe tourne autour de 380 000 habitants, nous allons arrondir, eh bien, les candidats aux élections régionales ne pourront pas dépasser 23 centimes d'euros que multiplient les 380 000 habitants, ça tourne à un peu plus de 87 000 euros, auquel il y a eu une majoration de 20%, puisque la campagne s'étant prolongée, le législateur a accepté que le plafond soit majoré de 20%. Ça veut donc dire très globalement qu'une campagne régionale, le maximum à dépasser, ce sera un peu plus de 100 000 euros. Il en est de même pour les élections cantonales. La majorité de nos cantons sont situés entre 15 et 30 000 habitants. Je crois qu'il s'agit de 0,46, à vérifier, 0,46 centimes d'euros multiplié par la population du canton, et ça vous donne le plafond des dépenses à ne pas dépasser. À l'exception bien sûr de Marie-Galante qui a moins de 15 000 et qui par conséquent a un potentiel de 0,53 centimes par habitant. Ce plafond est déjà une première source de litige, dans la mesure où si vous le dépassez, la commission nationale des comptes de campagne et tous les candidats devront fournir leur compte de campagne au plus tard le 17 septembre 2021, 18 h. La commission des comptes de campagne peut effectivement sanctionner et demander au tribunal administratif
de pouvoir déclarer inéligible, elle ne peut pas le faire elle-même, mais elle peut demander au tribunal administratif de déclarer inéligible un certain nombre de candidats qui ont largement dépassé les comptes de campagne. C'est le pouvoir d'appréciation de la Commission nationale des comptes de campagne. Mais ce qui crée le plus problème, ce sont les recettes. Et le législateur a veillé à ce qu'il n'y ait pas non seulement de conflit d'intérêts, mais que soit évitée toute stratégie de corruption. Par exemple, une association à qui vous donnez des subventions et qui vous donnerait un chèque pour votre campagne, il y a quelque chose d'anormal sur le plan financier et d'immoral sur le plan de la déontologie. Donc, aucun candidat ne peut recevoir d'une association une somme, quelle qu'elle soit, à l'exception bien sûr des associations que constituent les partis politiques et qui peuvent aider un candidat, mais à concurrence de 4 600 €. Il y a un certain nombre, il y a une limite. Deuxièmement, il y a les sommes récoltées en espèces. Ces sommes ne peuvent dans aucun cas, être supérieures à 150 € si vous faites un don, personne physique, à un élu. Vous devez le faire soit en espèces, moins de 150 jusqu'à 150 €. Au-delà, vous êtes obligé de le faire par chèque et par carte bleue. Et donc, comme chaque élu a désigné un mandataire financier, c'est une obligation prévue par la loi, ce n'est pas directement l'élu qui touche cet argent. Aucun membre de la liste, par exemple, ne peut être mandataire financier ou aucun candidat au cantonal ne peut également l'être. Donc, c'est au mandataire financier qui va ensuite verser sur les comptes de campagne. J'attire l'attention sur le fait que pour les collectivités de moins de 9 000 habitants, le législateur n'a pas prévu d'une obligation de compte de campagne. En contrepartie, les candidats ne bénéficient d'aucun remboursement. Par contre, il reste toujours assujetti à la règle que ni une association, ni même une entreprise ne puisse faire des dons, tout simplement parce que l'entreprise qui soumissionne à des marchés et qui a contribué à financer la campagne, en tout cas officiellement d'un candidat, va tout simplement être en situation de conflit d'intérêts et risque de se voir favoriser, ce qui est fortement sanctionné par la loi. Ce sont donc la problématique des espèces qui ne doivent pas dépasser 150 € et 20% du total des dons, ou la problématique de dons reçus par des associations ou des entreprises. Ce sont là les principales causes d'inéligibilité, en tout cas de rejet des comptes de campagne et d'inéligibilité prononcées par la juridiction administrative. Alors il est intéressant de suivre ce qui sera décidé concernant la commune de Sainte-Rose, dans la mesure où, sur la base des motivations des juges du tribunal administratif, nous verrons quels sont les griefs, en tout cas ceux qu'aurait méconnu, si tant est que la décision ne lui est pas favorable, ce qu'aurait méconnu le maire de Sainte-Rose en matière de compte de campagne. Dans tous les cas, il est conseillé de se faire accompagner par un expert comptable pour les communes de plus de 9 000 habitants, dans la mesure où on peut toujours faire confiance aux mandataires financiers, mais c'est un expert comptable qui certifie les comptes et qui par conséquent amène cette double vérification, la vérification du mandataire financier, mais également la vérification des règles comptables pour s'assurer que les flux en recettes et en dépenses sont tout à fait conformes au code de déontologie, en tout cas aux règles comptables telles qu'elles ont été définies par le législateur. Soyons donc vigilants dans la mesure où, pour les élections prochaines, les dépenses sont beaucoup plus importantes et il peut y avoir un certain nombre de dérives si l'on n'est pas vigilant. Voilà, nous avons également terminé pour ce deuxième sujet relatif au compte de campagne et nous allons aborder le troisième sujet qui est donc d'ordre national et qui concerne nos 20 généraux qui ont signé une tribune.
une vingtaine de généraux, dont une bonne partie à la retraite, ont signé une tribune. Alors, ils ne le reconnaissent pas comme tribune, mais ils invoquent plutôt une lettre ouverte. Et cette tribune ou lettre ouverte avait pour objectif d'attirer l'attention de l'opinion publique sur le fait qu'il y avait un délitement de la nation, que ce délitement se traduisait par une remise en cause des valeurs civilisationnelles, et là je ne fais que citer la tribune qui est accessible d'ailleurs sur le net, et sont particulièrement visés les banlieues qui sont accusées d'abriter des formes dogmatisme, de contre-valeurs par rapport à la civilisation française, en tout cas celle que défend la civilisation française, et par conséquent qu'il y avait nécessité, compte tenu que la police et la gendarmerie ne sont pas forcément à même de pouvoir éviter les zones de non-droit, et je résume très rapidement le contenu de la tribune, il faudrait faire appel à une troisième force qui serait l'armée. Voilà donc, si vous voulez, à la fois l'économie générale, mais également l'aboutissement. Donc, les valeurs civilisationnelles sont menacées, en particulier au niveau des banlieues, parce que se développent des valeurs dogmatistes, ou en tout cas une doctrine qui va à l'encontre des valeurs de la République, et compte tenu du fait que la gendarmerie et l'armée ne suffisent pas, il faut donc faire intervenir, la gendarmerie et la police ne suffisent pas, il faut donc faire intervenir l'armée. Il y a un certain nombre de faits troublants dans cette tribune. J'ai d'abord été interpellé sur le journal qu'il a publié, Valeurs Actuelles. On sait que Valeurs Actuelles, ce journal se situe à droite de l'échiquier politique français. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le seul parti qui, pour l'instant, a manifesté son soutien, même si les généraux se prévalent, je ne sais pas s'ils le font utilement, d'avoir déjà reçu plusieurs milliers de signatures, en particulier de militaires, mais le seul soutien politique qu'ils ont actuellement reçu est celui du Rassemblement national. Donc, Valeurs Actuelles. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que Valeurs Actuelles publie cette tribune le jour du 60e anniversaire du putsch d'Alger. Rappelez-vous qu'en 1962, un certain nombre de généraux, 61 pardon, un certain nombre de généraux, le général de Gaulle les avait appelés un cartron de généraux putschistes, donc il les avait qualifiés comme tels, avaient pris le pouvoir en Algérie pour que l'Algérie reste française, parce que le général de Gaulle et son gouvernement avaient déjà commencé des négociations avec le Front de libération nationale algérien. Donc ces deux éléments ne peuvent quelque part que nous inquiéter. Et sans avoir apporté de jugement de valeur sur les propos du reste de personnes qui sont à la retraite et qui par conséquent sont dispensées de l'obligation de réserve, sans vouloir aller vers cet élément, il y a deux cadres d'analyse qui permettent d'appréhender la situation. Soit que l'on se place du point de vue de la sociologie des organisations, à savoir que compte tenu que la situation sanitaire dégrade la situation économique, que l'on sait effectivement que les banlieues sont en général les plus touchées par la pauvreté et la précarité, ces généraux, face à cette contrainte de pauvreté, en tout cas d'incertitude par rapport aux banlieues, estiment que l'armée est une ressource qui peut permettre de restaurer l'ordre et en particulier les valeurs de la République. On est dans l'analyse stratégique, mais ça veut dire que qui dit analyse stratégique dit que cette approche où il y a face aux contraintes l'armée comme ressource ne peut pas être déconnectée de quelque intention politique, et ne soyons pas surpris que se déclare à la présidence de la République alors soit un des généraux
ou tout simplement que ce groupuscule puisse progressivement s'élargir et pour soutenir des partis qui seraient particulièrement nationalistes dans leur idéologie. Donc, stratégie en fait d'intrusion dans la vie politique, mais dans le but, avec comme enjeu de pouvoir participer par la suite aux échéances électorales. Mais à côté du cadre stratégique, il y a le cadre multiculturaliste. Et c'est peut-être celui-là qui nous interpelle, dans la mesure où nous avons, lors de la dernière émission, insisté sur le côté universaliste des valeurs de la République, et que cette universalité avait du mal à cohabiter avec des différences. Et ce que veulent faire comprendre ces généraux, c'est que le multiculturalisme se ferait au détriment d'une identité commune et que seule l'intervention de l'armée en appoint par rapport à la police et à la gendarmerie serait de nature à garantir cette identité commune. Il va sans dire qu'une telle approche peut être dangereuse à deux niveaux. Le premier, le jour de l'anniversaire du putsch d'Alger, je rappelle que l'armée en Algérie a reconnu avoir été à l'origine des stratégies de torture, donc très loin de valeurs civilisationnelles défendues par la France elle-même. Donc l'intervention de l'armée, de par sa conception même des rapports humains, et une autorité hiérarchique n'est pas forcément tout à fait compatible avec l'exercice de la démocratie. Mais également, je voudrais rappeler que de tels propos relèvent tout simplement, et nous l'avions dit la dernière fois, du fantasme assimilationniste. Ça veut donc dire qu'il ne peut y avoir d'autres systèmes de valeurs et d'autres formes d'épanouissement personnel que les valeurs qui soient communes, sachant que beaucoup d'analyses multiculturalistes rappellent qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'adhérer à des valeurs communes tout en apprenant par exemple sa langue, qu'il n'y a pas non plus le fait de ne pas valoriser la France que d'apprendre un certain nombre de grandes civilisations qui ont existé et qui étaient porteuses d'un certain nombre de valeurs qui ont assuré la promotion, en tout cas, de certains espaces ou de certaines civilisations. Donc, il y a, me semble-t-il, une inquiétude, en tout cas une vigilance à avoir. Oui, ils avaient la possibilité de le faire dans la mesure où ce sont des citoyens comme les autres, et je ne partage pas l'idée de Jean-Luc Mélenchon qui parle d'un appel au putsch, mais heureusement, nous avons un garde-fou, c'est que c'est le président de la République. C'est lui le chef des armées. C'est lui qui donne l'ordre à l'armée, par exemple, de participer à l'opération Sentinelle de manière à lutter contre le terrorisme. Et donc, il y a un garde-fou constitutionnel qui met à l'abri la volonté, en tout cas qui met l'opinion publique et la démocratie à l'abri, en tout cas dans les pays occidentaux, à ce qu'une initiative militaire puisse créer les mêmes conditions qu'en Birmanie ou alors dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Donc ce n'est à mon avis là qu'un épiphénomène, mais qui fera encore réagir parce que je reste persuadé qu'il y a derrière une stratégie politicienne en vue des prochaines échéances électorales, en particulier les présidentielles de 2022. Merci de nous avoir écoutés et de nous accompagner toujours avec autant de fidélité. Les thèmes qui sont développés sont souvent ceux qui font l'objet de vos préoccupations. Continuons à nous rencontrer épisodiquement, aussi bien pour apprécier que pour critiquer. Nous sommes ouverts sur Éclair TV à toutes les approches. Dans tous les cas, que la nuit vous soit sereine et, comme je le répète souvent, qu'elle vous soit douce.